Précieuse Akwakonou, bonjour et bienvenue dans le démarrage de Nopinden, dont le rendez-vous a été déjà pris par les millions de téléspectateurs à qui nous disons d'ailleurs bonjour. Allez Sochoumé, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre donc ce matin pour cette nouvelle émission, cette émission qui est la vôtre bien sûr. Chaque pays a ses figures de proue qui ont lutté pour son indépendance et la rubrique Les merveilles du Bénin va nous faire découvrir une de ces figures ce matin. Et puis après, mesdames, messieurs, nous allons continuer notre série de rétro. Et là, ce matin, nous allons revivre les grands moments de cette chanson qui rend donc hommage aux Émidians. Une chanson composée par Stan Torrent, ça va être le clip du jour. Mais après tout ceci, mesdames, messieurs, le débat matinal ne va pas manquer. Et précieux d'accord, nous, ce matin, nous parlons de ces millions de Béninois qui choisissent de partir à l'extérieur, tenter leur chance, parce qu'au pays, ça ne va pas. Bien sûr, de nos jours, les opportunités se multiplient et les portes d'ouverture vers l'extérieur sont de plus en plus nombreuses. Les jeunes et surtout les étudiants profitent pour aller en terre inconnue, avec bien sûr les nombreux risques que cela comporte. Qu'est-ce qui pousse nos jeunes à prendre de telles décisions? La question est au cœur du débat ce matin. Alors, mesdames, messieurs, après ce débat, nous aurons le prénom africain, car sur ce plateau, chaque jour, nous offre un prénom africain riche de notre patrimoine culturel. Et puis, vers la fin de l'émission, on va retrouver donc Précieuse dans ses astuces. Plusieurs astuces sont au programme ce matin. Et puis, on va donc retrouver Torrent Stan à la fin. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin. Voici les merveilles du Bénin. Figure emblématique de la résistance à l'envahisseur, au colon, eh bien, Bioguera aura été un résistant jusqu'au bout, celui-là même qui a donné sa vie, je vais dire tout bonnement, pour défendre la terre de ses ancêtres. Et cela constitue donc notre fierté. Et si vous descendez au pays, dès que vous sortez de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, eh bien, c'est cette majestueuse statue qui vous accueille. Et justement, ce monument, c'est aussi un message aux visiteurs du pays sur le symbole d'attachement du peuple béninois à la défense des causes nobles, de sa liberté et de sa souveraineté. Et ce qui fait aussi notre souveraineté, c'est que le Bénin a eu le génie donc de mettre un moyen de transport à la disposition des populations. On l'appelle Zémidian et Torrent Stan nous en fait l'éloge. Zémidian
son dead, son dead à l'Icaroué. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, son cool, mais son cool. Moi, d'ici, moi, mi-yomé. Wasamite, 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 wasamite. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, son dead, mais son dead à l'Icaroué. Ça roule à 5 ans. Mototasi, c'est mi-jan waïmoukoé. Kalapi, Kodome, c'est mi-jange. C'est mi-jan konwe. C'est mi-jan, j'ai pas l'argent, mais du sentiment. Monter sur ton dos, tu m'amènes à Goro. Pour transiter, ensuite à ton fond. Pas à l'hôpital, ni au mastical. J'aime pas les postons ni les salauds. Je peux faire tchatcher, même pas casser. Les bouillards nous sommes, mais pas voleurs. Tu me casses les pieds, tu te prends le pied. Wasamite, 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 wasamite. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, son dead, mais son dead à l'Icaroué. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, manou, mais les fêtes à l'automne. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, manou, mais les fêtes à l'automne. Wasamite, 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 wasamite. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, son dead, mais son dead à l'Icaroué. C'est mi-jané, à c'est mi-roux, son Cool, vaison cool. Allez, c'était la feu Toronsan, un artiste ne meurt pas. Toronsan aura marqué son passage sur cette terre par son talent, l'expression même de son talent, de sa musique tout bonnement. Et dans cette chanson, il exhortait déjà à l'époque les émigrants, ces conducteurs de taxi-moto qui vous déplacent d'un point A à un point B, bon, il y en a un peu de CFA, à ne pas boire, à ne pas se saouler la gueule, excusez du terme, avant de prendre les clients et surtout à prendre soin d'eux et à éviter donc les excès de vitesse. Bien sûr, l'artiste, chanteur, musicien et compositeur, surnommé le roi du Tchink System, l'homme nous a quittés à l'âge de 64 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Alain Sochoumé, c'était en février 2019 et comme vous l'avez dit, ses œuvres sont restées. Aujourd'hui, nous vous proposons donc cette belle chanson pour agrémenter votre matinée. Et parlant justement donc de cette matinée, mesdames, messieurs, voici le débat de société aujourd'hui. Nous allons en parler. Face au phénomène de sous-emploi ou de chômage, beaucoup de jeunes prennent la décision d'aller se chercher, comme on le dit, ailleurs. Ils prennent donc la route de l'immigration. Si certains ne prennent pas le chemin normal, d'autres prennent le risque de prendre la mer avec tout ce que cela comporte comme danger pour leur vie. L'un dans l'autre, toujours est-il que la décision est là. Il ne fait pas bien au pays selon eux et chez le voisin, l'herbe serait verte.
Alors, mesdames, messieurs, la question que nous nous posons ce matin avec nos invités sur place est de savoir si l'immigration est une solution aux questions de chômage, aux questions de sous-emploi dans notre pays. Et pour faire le débat ce matin, nous sommes avec M. Camille Edi Koto. Vous êtes psychopédagogue. En face de vous, nous avons M. Senan Thierry Dossouyovo. Vous êtes un Béninois vivant à l'étranger et vous êtes également planificateur d'intervention. Merci beaucoup. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en Europe, ça fait quand même beaucoup d'années, Monsieur Senan, Thierry Dossouyovo. Est-ce que vous avez choisi de vivre hors du pays pour mieux appréhender ou bien pour les questions d'emploi, pour mieux être traité? Pas vraiment. C'est ma mère qui était déjà partie à l'étranger. Après, naturellement, comme toute mère, elle a envie d'être avec ses enfants. Donc, elle est venue nous chercher. On est parti là-bas. Donc, j'ai poursuivi ma scolarité là-bas. D'accord. Voilà. Alors, votre scolarité a quand même débouché sur un emploi. Aujourd'hui, vous êtes employé dans une des sociétés en Europe. Mais est-ce que, de votre position, quand vous voyez ce phénomène d'immigration vers d'autres pays à la quête du mieux-être, est-ce que vous comprenez cette soif-là, ce désir-là? Je comprends sans vraiment comprendre parce que ça me brise aussi un peu le cœur parce que je me dis, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés au Bénin, qui ont énormément de talent et malheureusement, ils ne trouvent pas d'emploi. Le souci, c'est que certains se disent, en allant à l'étranger, je vais mieux réussir, ça ira mieux et tout ça. Sauf que la richesse n'est pas que matérielle. Voilà. On est riche d'idées, on est riche d'expériences, on est riche de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces Béninois-là qui ont des diplômes, même ceux qui n'ont pas, il a peut-être appris un travail, coiffeur, menuisier, boulanger et tout ça. Moi, je dis, il faut déjà avoir une passion de ce qu'on fait. Il faut être passionné de son travail. Il faut essayer de déceler ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Une fois on décèle ça, on essaie de l'entretenir, l'inventivité et la créativité viennent naturellement. Après, il faut mettre ça en valeur. Voilà. D'accord. Monsieur Edi Camille Koto, vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'immigration des jeunes? On a ces étudiants, surtout au niveau du campus, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les loteries Visa, qui décident de partir en terre inconnue. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. C'est vrai qu'on peut voyager, pas plaisir, pas plus plaisir, ou par envie d'aller découvrir ailleurs. On peut voyager pour aller rendre visite à un parent ou pour aller résider avec un parent. Mais ce qui fait débat, comme vous l'avez si bien dit, c'est plutôt l'immigration, parce qu'on pense qu'ici, ça ne va pas. C'est quand même terrible quand vous voyez chaque année le rang des jeunes étudiants qui ont envie d'aller étudier ailleurs. Je veux parler de Campus France ou de la loterie Visa. Vous vous dites, c'est à croire que ça ne marche pas ici. Et puis, il a commencé par le dire, Monsieur Dossouyovo, oui. Vous savez, chez soi, quand on ne se sent pas à l'aise, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on n'a pas forcément une idée positive du lendemain, on se dit pourquoi ne pas aller chercher ailleurs. Mais deux raisons fondamentales pourraient justifier cela au niveau des jeunes. D'abord, ceux qui partent pour les études, c'est-à-dire qu'ils s'en vont chercher la connaissance ailleurs parce que chez nous, il faut le reconnaître, toutes les formations ne sont pas disponibles et toutes les compétences ne peuvent pas aussi être acquises sur place. Et donc, on pense qu'en allant ailleurs, on pourrait être plus efficace. Maintenant, la question qui se pose, quand on a fini de se faire former, est-ce qu'on reste ou on revient développer son pays? Et à cette question, je pense que tout naturellement aussi, toute personne a envie de s'épanouir dans la vie. Quand vous avez fini les études, vous avez fait Bac plus 5, Bac plus 7, vous avez forcément en tête, une prétention salariale. Et quand vous faites le retour vers votre pays, vous vous rendez compte qu'en réalité,
en revenant ici, vous n'aurez pas forcément, comment dire, ces avantages. On se dit, autant rester là-bas et continuer. C'est vrai que le degré de patriotisme devrait pouvoir animer les uns et les autres pour qu'on se dise, eh bien, il faut quand même que je revienne développer mon pays, contribuer au développement de mon pays. Mais là, c'est encore une grande interrogation. Alors, Monsieur de Survaux, Monsieur Koto vient de sortir le mot, le degré de patriotisme. Quand on parle de patriotisme, on appelle les citoyens à venir bâtir leur pays, leur nation, mais qu'est-ce que cette nation offre justement à ces citoyens-là pour leur permettre de s'épanouir après de longues études ou bien après des années d'apprentissage d'un métier? Moi, dans un premier temps, je trouve que il y a une phrase qui dit on est toujours mieux chez soi. Après des années de formation, d'études, de diplômes et tout ça à l'étranger, bien évidemment, au moins 50 à 80% des Béninois qui sont à l'étranger, ils ont bien cette envie-là de rentrer, de créer quelque chose, d'inventer quelque chose, de faire vivre le pays. Parce que comme on voit que tous nos jeunes partent à l'étranger et tout ça, on se dit, en gros, qu'est-ce qui reste encore dans le pays ? Qui va construire notre pays si nous tous, on part tous à l'étranger? Moi, ce que je trouve là, c'est que dans un premier temps, il faut un bon encadrement des jeunes, les encourager, les accompagner, les soutenir. D'accord. En plus de ça, ces Béninois qui viennent, qui vont créer des structures, ouvrir des entreprises et tout ça, il faut qu'il y ait une forme de synergie, d'accompagnement vraiment, et que nos autochtones qui sont ici, il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'installe entre nous qui venons créer et ceux qui sont déjà ici. Voilà, et c'est rassurant pour nous. Alors, Monsieur Koto, je reviens vers vous. Qu'est-ce que le pays offre comme environnement, comme avantage pour que les gens aient envie de continuer par rester ou bien de partir et de revenir y vivre? Merci. J'avais envie de dire que le pays n'offre rien, mais non, mais je pense que le pays offre quand même un certain nombre d'avantages, seulement que ce n'est pas toujours suffisant. Au regard de la grande masse des jeunes qui sont formés chaque année et déversés sur le marché de l'emploi, on se rend compte que ce n'est pas toujours suffisant ce que le pays offre. Et M. Dossoué a commencé par aborder aussi un aspect important, l'accompagnement des jeunes. De ces jeunes-là qui sont allés se faire former ailleurs, qui ont envie de revenir élever leur pays à un certain niveau, mais qui sont butés aux conditions, qui sont butés aux difficultés sur le terrain, qui sont butés à telle ou telle autre exigence nationale qui ne favorise pas forcément l'émulation de ces jeunes-là. Il a dit, on est bien que chez soi, c'est vrai. Mais quand vous projetez un peu votre retour, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça ne sera pas facile parce que quand vous êtes parti pour 5 ans, pour 10 ans que vous revenez, vous redevenez nouveau dans votre pays en fait. Parce qu'il y a le regard d'abord de l'environnement, il y a le climat sociopolitique ou économique qui n'est plus forcément favorable à votre intégration socio-professionnelle. Ça constitue une autre difficulté. Et du coup, des gens se disent, pourquoi revenir? Et puis, je vais vous dire, j'ai connu une personne il y a quelques années qui me dit, voilà, j'avais fini en Belgique ma formation, j'étais médecin et je gagnais un peu moins de 2 millions. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas revenir au Bénin servir mon pays? Et puis, je reviens et je suis à moins de 500 000. Ah oui, malheureusement. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que personne ne voudrait... personne n'est d'accord, en fait, pour gagner le salaire, le minimum. Non. Tout le monde voudrait se faire plaisir, avoir un certain nombre de rêves à réaliser, mais il faut bien évidemment une rémunération satisfaisante pour réaliser ses projets, ses rêves. Et donc cette personne-là, par exemple, qui a eu envie de venir servir son pays, voilà le traitement qui lui a été réservé. Mais j'admire son degré de patriotisme parce que malgré tout... Il est resté. Voilà, elle est restée parce qu'elle s'est dit ce que je fais comme spécialité, il n'y en a pas beaucoup au Bénin et donc je reste pour développer mon pays. Mais des Béninois de ce type-là, on en a combien? Et le problème se pose aussi parce que depuis la base, le travail n'a pas été fait. Quand je prends la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, parce que c'est là déjà qu'il faut actionner les leviers. La loi dit, en son article 4, que l'école doit prendre en compte
l'éducation civique. Mais il se fait qu'aujourd'hui, ce n'est qu'au primaire qu'on enseigne les règles liées à l'éducation civique et morale. Et donc, on ne peut pas forcément espérer que l'enfant... à l'université, le pont est rompu. Le pont est rompu. Silence total. Voilà, silence total. On ne peut donc pas espérer que l'enfant à qui on a enseigné ces règles-là au primaire devienne un adulte patriote si l'enseignement de ces matières fondamentales n'a pas continué. On ne peut pas espérer que quelqu'un soit véritablement patriote, qu'il veuille travailler, se sacrifier pour son pays si on n'a pas inculqué ces valeurs-là. Puis en article 6, la même loi dit l'école doit former des citoyens intellectuellement et moralement équilibrés, animés d'un esprit patriotique et prêts à participer au développement économique, social et culturel de leur pays. Ça veut dire que l'école a un rôle fondamental à jouer dans ce sens-là. Et si le rôle n'a pas été joué, on ne peut pas espérer que des jeunes qui ont une offre alléchante à l'extérieur viennent au pays, voilà, pour soi-disant vouloir développer leur pays. Donc en fait, il y a des bases fondamentales qu'il faut pouvoir poser. Et puis, plus loin, on dit que l'école doit former aussi bien pour l'auto-emploi que pour la fonction publique et le secteur privé. Ça, c'est l'article 9. Mais on se rend compte que malheureusement, l'école du Bénin ne forme pas encore pour l'auto-emploi. On dit, lorsque vous avez eu le bac et que vous allez à l'université, on dit qu'il faut entreprendre. Mais qui a inculqué la fibre entrepreneuriale aux enfants du Bénin? Oui. En fait, on ne devient pas entrepreneur un jour, on l'apprend. Et donc moi, j'aurais voulu, par exemple, que dans le système éducatif, comme M. Dossouyevo l'a dit, on commence par aborder ces notions. On va revenir aux solutions tout à l'heure. Oui. Monsieur Sénat Thierry Dossouyevo, on parle donc du retour de ces jeunes qui vont acquérir de l'expérience, qui vont capitaliser de l'expérience à l'étranger. Qu'est-ce qui les empêche de revenir au pays? Est-ce que selon vous, c'est toujours l'environnement qui n'est pas favorable à ces jeunes? L'environnement en est une chose. Il y a aussi la réalité sur le terrain. Ils sont confrontés à certaines réalités qui les surprennent en fait. Comme je ne vais pas dire que nos jeunes qui sont ici ne sont pas motivés. C'est pas ça. Ils le sont. Mais il manque une certaine fibre. Il y a ce petit quelque chose il y a ce qui doit arriver en plus. Voilà, il y a ce petit quelque chose-là qui font que même si ceux qui viennent, qui créent et qui se mettent à 200, à 300% ou qui même font des sacrifices, ils sont, eux, démotivés par quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des pesanteurs qui les tirent, c'est ça? Qui les tirent d'une certaine manière. Je prends l'exemple d'un oncle, un exemple de famille. Il est plombier de formation et tout. Il s'est toujours dit, je vais créer une entreprise au Bénin, former les jeunes à ce métier béninois à ce métier-là et tout ça. Il veut. Mais quand il est venu, il s'est aperçu que c'est vraiment pas ce qu'il pensait. Les jeunes, ils ne sont pas trop motivés, ça ne les intéresse pas trop, ils vont voler des trucs sur le chantier. Donc, il y a de ces comportements-là qui découragent. Qui découragent un peu. D'accord. Mais est-ce que, M. Koto, vous ne voyez pas que l'environnement sociopolitique aussi fait que les jeunes prennent la route de l'extérieur au détriment du pays quand ils voient l'exemple des salaires politiques et du traitement qui est fait aux travailleurs? Le bel exemple que vous avez donné, c'est ce médecin qui gagnait 2 millions et quelques en Europe et qui se retrouve à gagner moins de 600 000 au pays. Évidemment, je pense que, vous savez, c'est chez nous, en Afrique, et c'est aussi une raison de plus pour dire que l'Afrique est encore très en retard. C'est chez nous en Afrique que les autorités cachent leur salaire. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains dans lesquels personne n'est en mesure de dire combien gagne tel ministre, combien gagne tel président. Ce n'est pas possible. En Europe, ce n'est pas le cas. Et donc, les gens ont une autre mentalité du développement que nous n'avons pas encore. Voyez, un ministre, par exemple, c'est quelqu'un qui est appelé à servir la République. Et puis, quand on exige que les jeunes soient dotés d'un esprit patriotique, il devrait en être de même pour les autorités qui sont appelées à diriger. Parce que quand quelqu'un a dit dans ce pays que lorsque vous sollicitez des compétences extérieures, il faut les payer à hauteur, de leurs compétences. Et ça, c'est les expatriés en griffe ou les personnes qui ne sont pas de nationalité béninoise. Mais quand il s'agit des jeunes béninois que nous voulons recruter dans le pays, ceux qui ont été à
ailleurs chercher la compétence, on pense que parce qu'ils sont béninois, Oui, mais on peut sous les payer. Et puis, parlant des salaires, vous savez, il y a cette disparité qui fait que les jeunes se disent à quoi bon se sacrifier. Je ne vous arrête pas, mais quand on parle des expatriés, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais quand on met la balance de compétences, la différence n'est pas énorme entre nationaux et expatriés. Pourquoi donc ce grand décalage en matière de salaire? Non, mais je le disais parce que les gens ne sont pas suffisamment patriotes. Je peux dire les gens ne sont pas... Parce que, bon, c'est vrai que pour certains postes, on pourrait comprendre, certains postes politiques, on pourrait comprendre. Mais encore là, je dis, imaginez un pays dans lequel une seule personne censée servir le pays gagne le salaire de 200 personnes. Oui. En un mois, ça pose un problème. Oui. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas parler de rationalisation des ressources, on ne peut pas parler de, d'équilibre et continuer par nous comporter ainsi. Chacun doit pouvoir faire le sacrifice. Ce n'est pas qu'aux jeunes de faire le sacrifice. Les gens qui dirigent aussi doivent consentir ce sacrifice. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi, désormais, je pense que de mon salaire, je pourrais utiliser telle partie ou tel pourcentage pour, comme il a dit, accompagner les jeunes qui sont porteurs de projets, des jeunes qui ont été formés ailleurs, mais qui reviennent sur le territoire national et n'ont pas forcément les facilités qu'il faut. Et parlant de facilités, au-delà même de tout ce qu'on a dit, il y a par exemple que les conditions pour installer aujourd'hui une entreprise ne sont pas forcément, une entreprise au Bénin, ne sont pas forcément les meilleures. C'est vrai que pour créer son entreprise en une journée, vous l'avez fait et ça, il faut. C'est sur la plateforme numérique. Oui, sur la plateforme numérique. Mais dans la réalité réelle. Voilà. Moi, je pense par exemple que lorsqu'un jeune voudrait faire le choix, de revenir se sacrifier, s'installer pour développer son pays, on doit lui permettre par exemple de faire 3 ans à 5 années d'expérimentation ou d'expérience avant de lui commencer par exiger un certain nombre de taxes à payer. Parce que, vous savez, pour qu'une entreprise, quand vous l'avez installée, décolle véritablement, il faut au minimum 3 ans, 5 ans. Oui. Mais déjà, la première année d'expérience, vous êtes assujetti à des taxes. Et donc, pas fini, les gens se disent ça n'en vaut pas la peine, on se décourage. Et on dit parfois même qu'il vaut mieux repartir plutôt que de rester. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas forcément les mêmes traitements. Et puis, pour finir, les salaires, je pense que c'est le casse-tête aujourd'hui chez nous. Et il faut forcément revoir cela. Ce n'est pas bien. Je trouve, c'est un avis personnel, je trouve que ce n'est pas bien qu'une personne gagne le salaire de plus de 200 personnes alors que nous contribuons autant que nous sommes à relever ce pays avec ce que chacun fait ci et là, les artisans, les paysans, les enseignants, les médecins, personne n'est du reste. En fait, chacun contribue à sa façon à développer le pays. Et donc, qu'une portion ou il faut une certaine équité. Une équité dans le traitement pour que les gens ne se sentent pas lésés. Et puis, plus loin, vous savez, quand nous parlons de patriotisme, lorsque les jeunes béninois ont fini de se faire former, il faut bien les employer, il faut les utiliser, les appeler à la tâche. Mais il se fait que pour certaines réalisations ici chez nous, nous allons toujours chercher la compétence ailleurs. Alors qu'il y a des compétences sur place qui sont capables. Vous allez voir dans les réalisations des grosses œuvres infrastructurelles, vous voyez que c'est souvent des gens venus d'ailleurs qui sont les responsables. Et les Béninois sont les tâcherons, oui, ce qui n'est pas normal. Je pense que, et là, le gouvernement est dans une dynamique. La création des lycées et techniques former les Béninois. Et là, je pense que la solution, in fine, serait de pouvoir véritablement utiliser les jeunes pour qu'ils se sentent aussi concernés par le développement de leur pays. Et puis, quand on les a sollicités, qu'on leur paye. Il faut bien les traiter. D'accord. Monsieur Sénan-Thierry Dossiovo, vous convenez avec moi que lorsque ces jeunes-là ne reviennent pas au pays, c'est le Bénin qui perd, c'est notre pays qui perd ces compétences-là qui se retrouvent dans d'autres pays finalement. Pour vous, quelles sont les autres conséquences que le Bénin encourt ? Les autres conséquences, c'est que, comme notre cher président Patrice Talon l'avait dit, il y a un désert de compétences. Voilà. Mais il n'y a pas... Est-ce que cette citation continue d'être vérifiée? C'est pas vérifié parce qu'il y a pas de désert de compétences. De 2016 à 2022, est-ce que c'est toujours le cas? C'est pas toujours le cas. Pour moi, c'est pas toujours le cas parce que le Béninois est intelligent. On est très intelligent. On a beaucoup de ressources. En nous, le Béninois est courageux. Mais, je dis toujours,
il faut un vrai accompagnement de ces jeunes-là. Mais l'accompagnement viendra de qui? De l'État, c'est ça? Le même État qui fait une disparité dans les conditions de mise en place des traitements salariés, par exemple. Ça doit venir de l'État, mais ça doit venir du jeune béninois lui-même. Parce que le jeune béninois ou béninoise ne doit pas avoir peur de l'échec. On doit avoir confiance en soi. Voilà. Et se dire, si j'essaie une fois, 2 fois, ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que si ça ne marche pas, est-ce que ça vient de moi, c'est moi qui suis le problème? Ou est-ce que c'est la manière, la façon dont je le fais qui n'est pas bon et qu'il faut corriger? Donc, vous pensez que les Béninois ne prennent pas assez de risques, c'est cela? Ils prennent des risques, mais on est impatient. On est trop pressé. On veut gagner ici et maintenant. Ici et maintenant et tout de suite. Et on veut faire comme, ressembler, faire exactement la même chose que le voisin, tout de suite et maintenant. Alors que le voisin, il a mis peut-être 20 ans, 30 ans pour en arriver là où il est. On ne sait pas trop quel effort il a mis en œuvre pour atteindre ce résultat-là. Okay. L'expérience, tout ce qu'il a traversé, on ne sait pas tout ça. D'accord. Alors, encore quelques minutes et nous allons clôturer ce débat. Monsieur Camille Edith Koto, j'ai bien envie de vous demander, quand on regarde les jeunes qui prennent des initiatives et qui se noient dans un environnement rempli de tasses, est-ce que ça ne pourrait pas être une motivation pour eux de prendre la route? Nous avons vu des jeunes qui ont annoncé comme ça sur les réseaux sociaux qu'ils n'en peuvent plus et les jeux de couloir ne leur sont pas favorables malgré les connexions, encore que ces jeunes-là ont des connexions et ceux qui n'en ont pas. Alors, tout ça mis ensemble, est-ce que l'environnement de façon réaliste encourage le jeune à rester sur place? L'environnement, je pense que ce n'est pas encore ça. Nous faisons des efforts, les autorités font de petits efforts, mais ce n'est pas encore ça. Vous savez, quand vous imaginez que 100 000 étudiants, chaque année, environ sont déversés sur le marché de l'emploi, et qu'il y a à peine, 5 000 ou 10 000 qui seront objectivement, je dis bien objectivement employés, c'est-à-dire qu'on les recrute et ils sont payés à leur juste valeur, ça pose un problème de développement. Et les conséquences, comme vous le demandiez, les conséquences sont énormes. C'est le pays qui perd le fort prix. Parce que là, c'est des compétences qui sont parties ailleurs, c'est des bras valides qui sont partis ailleurs parce que les gens ont cherché. Les gens ont eu le master, oui, ils ont fait un master, et ils se sont cherchés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils se disent, bon, et pourquoi continuer de chercher si ailleurs on peut s'essayer à autre chose, on peut viser autre chose. Et donc, ça pose un problème de développement. Et puis, plus loin, vous savez, c'est quand même une responsabilité de l'État que de pouvoir remettre les pendules à l'heure en partant de la base. Il faut créer les conditions déjà au niveau du système éducatif en revoyant les curricula de formation de façon à ce que le problème de l'inadéquation de la formation et de l'emploi cesse d'être un tremplin pour le Bénin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations encore dans lesquelles les gens se font former, ils reçoivent des compétences, mais malheureusement, ils ne sont pas employables sur le terrain. Il y a le programme spécial d'insertion à l'emploi qui est en train de faire un chemin, voilà. Mais en réalité, vous vous rendez compte que les compétences demandées là par le PSIE ne sont pas véritablement en phase avec les différentes formations qui sont offertes au Bénin. Donc ça pose un problème. Qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse ajuster le système de formation à ce que demande le terrain? En janvier prochain, on aura fait 3 ans avec le Conseil national de l'éducation. Et moi, j'ai espéré quand on a annoncé que voilà, il y a un CNE nouvelle génération, j'ai espéré que 1 an, 2 ans, il y ait de grandes décisions, voilà, des actions fortes pour le système éducatif. Mais jusque-là, on attend. Parce que je dis, à des moments donnés, toutes les priorités deviennent priorités. Et là, parlant, comme vous l'avez dit, parlant de curricula de formation à revoir, je pense qu'il ne faut pas qu'on continue d'enseigner des matières ou des situations d'apprentissage dans les différentes matières qui sont caduques et qui ne répondent, excusez de le dire, qui ne répondent à rien. Qui ne répondent à rien du tout parce qu'on entasse, on accumule les connaissances et puis on se rend compte après que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Je me rappelle un de mes étudiants, de mes apprenants devenus étudiants qui m'a dit qu'il est allé s'inscrire après son bac dans une université
de la place. Et puis les professeurs ont commencé par défiler. Et puis à un moment donné, il s'est rendu compte que, parce que lui, il avait envie, après la licence, d'aller continuer ailleurs, en Europe. Et puis les professeurs venaient, ils recevaient les cours. Et un jour, il a poussé sa curiosité à demander au professeur, voilà ce que je voudrais faire après ma licence en France. Mais dites-moi, les différentes matières que vous enseignez là, lesquelles pourraient m'aider à continuer? Et sur 17 matières, c'est seulement 2 matières qui pourraient l'aider à continuer en France. Ça veut dire qu'il perd son temps dans 15 Il perd son matières. temps. Et puis il a suspendu, l'année-là, il n'a pas continué. Il a arrêté parce qu'il s'est dit, pourquoi gaspiller de l'argent si la formation qu'on me donne ici, ça ne me servira pas après. Donc revoir, je pense que c'est quand même une urgence de revoir les curricula de formation et d'arrêter. Et puis quand nous prenons les universités aujourd'hui, on se plaint de ce que les jeunes ne sont pas innovants ou ne sont pas, ne sont pas entreprenants. Mais quand le gars est allé se faire former en sociologie ou en sciences juridiques ou en sciences économiques et qu'il n'a pas d'autres ouvertures, le gars n'a pas appris à faire autre chose. Comment voudrait-on qu'il entreprenne? Et puis je reviens Il va installer un cabinet comme ces aînés l'ont fait dans les ce cabinets, pays. combien de personnes les sollicitent aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui m'a raconté aussi que lui, il a fait le droit et puis quand il a fini, il a passé 3 ans ou 4 ans à être le gardien du sac de l'avocat. C'est que du maître. Lui, il a eu normalement une maîtrise en droit. Mais au lieu qu'on puisse le recruter pour qu'il travaille, qu'il s'exerce, lui, il était là juste pour garder le sac. Et pour finir, je vais dire, je pense que revoir les curricula de formation, c'est revoir aussi le temps scolaire. Revoir le temps scolaire et désormais dans nos écoles, faire les enseignements classiques peut-être de 8h jusqu'à 13h, 14h, 15h et de 15h à 17h, initier les jeunes béninois aux métiers, à des travaux manuels, à des métiers, des apprentissages dans divers domaines, hôtellerie, couture, agriculture, menuiserie, les métiers agro-pastoraux, qu'on puisse diversifier. Non, mais pour que cela soit atteint comme objectif, il faut redéfinir le temps scolaire. On ne peut pas continuer de maintenir nos enfants à l'école de 7h à 19h du lundi au vendredi et espérer qu'ils soient des génies. C'est du gaspillage de temps. Thierry Dossou-Yovo, nous allons vous donner la parole pour votre mot de fin parce qu'on est déjà à la fin de ce débat. D'accord. Comme mot de fin, moi je vais dire une phrase que ma grand-mère disait souvent. C'est qu'il n'y a pas de sens au métier. Un métier reste un métier. Un métier reste un métier. Et si tu veux devenir millionnaire, riche et autres, il faut aimer ce métier-là. Et il faut le vivre, le faire passionnément. Voilà. Et le partager autour de soi. Voilà. Que tu sois à l'étranger, que tu sois au Bénin, tu peux aller à l'étranger pour te perfectionner. Prendre plus de connaissances, apprendre, découvrir, aller en stage et tout ça, et revenir. Et inventer, créer, que même faire mieux que ce que nos voisins qui sont à l'étranger font. Voilà. Mais il faut aimer son travail, il faut apprendre un métier et vivre de ça. Tout simplement. D'accord. Alors, juste en 10 secondes, monsieur Kotor, en 10 secondes. Oui, la mobilité est un droit. Je voudrais dire, ceux qui partent, on ne va pas les condamner parce qu'ils partent. Voilà. La mobilité est un droit absolu, inaliénable. Mais il faut, comme M. Dossou-Yovo l'a dit, penser à revenir développer son pays. Et puis, ce qui surprend, c'est que les personnes qui nous dirigent, pour la plupart, leurs enfants ne sont pas ici pour développer le pays. Et donc, je pense que ça doit aussi commencer, le bon exemple doit commencer aussi par ces personnes-là. Parce que, oui. Une dernière chose. Oui, allez-y, monsieur Dossou-Yovo. Aussi, il ne faut pas qu'on pense, ou que nos jeunes ici pensent que la réussite, c'est qu'à l'étranger. Voilà. Il y a des gens qui ont fait de belles réalisations. Belle carrière. Il ne faut pas se dire, tu vois, un tel, il a réussi sa vie, tout simplement parce qu'il est parti en Europe, il est parti en Russie. Non. On peut même mieux réussir que celui qui est parti à l'étranger. C'est ça. Et oui, et réussir, c'est tout ce que nous souhaitons à chacun et à tous. Mesdames, messieurs, partir est un droit, rester est un droit aussi également. Il faut juste voir ce qui est possible au niveau de chacun pour que nos actions puissent porter donc le développement de notre nation. Nous allons marquer une petite pause et vous revenez juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Et oui,
Retour en plateau, mesdames, messieurs, pour embrasser donc la page culture, où ce matin, c'est le prénom africain qui nous sera donc servi. Zodjipo, c'est une histoire. Au cours des derniers mois de grossesse, le mari a accompagné sa femme au champ. Ils ont fait le champ et le mari a demandé à sa femme de brûler les tas d'ordures qu'ils ont fait. C'est pour semer quelque chose. Au cours du feu, on ne sait pas ce qui est arrivé à la femme. La femme tombe évanouie. Or, le mari lui a dit qu'il ira chercher du bois pour la maison. Maintenant, le feu a brûlé, le feu a consumé tout. Et a laissé, sauf la dame, et a laissé cette partie-là. À 1, 2 ou 3 semaines, un garçon, bon, la femme a fait un enfant et c'est un garçon. Et le papa a pris l'enfant et dit que toi là, tu t'appelleras Zodjipo. C'est un prénom fort. C'est les situations c'est les faits marquants au cours des 9 mois qui donnent l'envie aux parents de donner du prépa. Le prénom, disons, ça se crée pas quelque part. Il faut vécu une situation. Si c'est Dieu qui t'a rendu, si c'est Dieu qui vous a fait du bon, quelque chose de bon, vous allez rendre hommage à Dieu. Mais si au cours de grossesse, vous avez vécu des situations difficiles, vous allez faire le résumé de ça et donner un nom, voilà. Même votre nom de famille que vous portez là. Parce que pourquoi les prénoms indigènes ne sont pas si mauvais? Même votre nom de famille que vous portez, c'est un prénom indigène d'un papa. Les prénoms indigènes qu'on donne à un enfant ne déterminent pas ce que l'enfant va devenir sur terre. Vous voyez, même on peut te donner de très bons noms, mais tu vas devenir pauvre. C'est Dieu qui donne cette, je sais pas, cette force-là. Si tu peux être beau, on peut te donner même les prénoms les plus luxueux, même de ce monde, mais rien ne va changer dans ta vie. C'est Dieu qui décide de tout. Pour ceux qui disent que c'est un garçon. C'est un garçon. La rubrique Capture s'installe à présent et ça va être juste après ce jingle. Capture matinale, dans ce numéro, nous faisons un clin d'œil aux dessinateurs de presse et voici ce que ça donne. Et nous voilà avec Oholier. C'est une production, une BD béninoise, voilà, une BD béninoise, voilà, pardon, amusement à part. Alors, à part. Bien sûr, on dit à la femme, pour sauver ton mari, les génies disent qu'il doit épouser une seconde femme, sinon... Et la femme qui répond, Ripo, qu'il repose en paix. D'ailleurs, je vais commander son cercueil en même temps. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que je suis bien placée pour répondre à la question? Pourquoi les femmes sont comme ça? Pourquoi elle fait ça? Bien, toutes les femmes ne sont pas jalouses. Heureusement, toutes les femmes ne sont pas jalouses. Vous êtes sûr que dans la place de la dame là, vous n'avez pas choisi cette option? Mais cette solution-là, d'ailleurs, c'est dans le dessin animé. Sinon, en réalité, même là, sinon, en réalité, même là, il n'y a aucune maladie qui peut nécessiter à un homme de prendre une femme. Je ne crois pas. Attendez. Mais là, on est dans les bandes dessinées. Non, je suis désolé, nous sommes dans la tradition africaine. Et le devin dit, voilà, comme le disent les praticiens du Fa, c'est le dou qui est sorti ça. Oh, mais c'est qui ce praticien? Donc, ce dou dit, il faut que le monsieur prenne une deuxième femme. Alors, à votre place, si vous étiez à sa place, comment vous faites? Vous laissez votre mari mourir, commander le cercueil en même temps, comme le dit la dame là, ou bien bon. Et puis, il faut quand même...
Aïe, aïe. Eh ben, C'est voilà. fort, ça. Les amis téléspectateurs comprennent déjà par vos exclamations que vous ne serez pas d'accord. Je crois, avec les devins, Oui. on trouvera d'autres solutions. Hein. Pourquoi Je une autre pense solution? C'est la seule et unique solution. cette solution n'arrange pas le couple. C'est vrai ça? Je crois bien. Mais dans la tradition africaine, la polygamie, c'est un fait, non? Cela permettra au monsieur de revivre, de bien s'occuper de vous et de la nouvelle femme et de la famille. Pourquoi vous voulez l'envoyer au trépas? Ah non, on ne souhaite pas que le mari décède, mais est-ce qu'il n'y a pas des plantes? Je ne sais pas, dans la médecine traditionnelle, on doit pouvoir trouver d'autres solutions que cette solution-là. Je ne suis pas phytothérapeute, donc je ne peux pas vous répondre. Cette solution, elle est quand même dingue. Hein? Vous voyez, précieuse, dingue. c'est justement l'objectif de cette caricature-là, installer le débat. Parce qu'il y a de ces solutions-là, parfois, qui vous sont proposées, qui dépassent l'entendement. Et vous dites, vous n'avez pas le choix, et vous vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Moyens, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? La vie, parfois, vous offre, vous confond à des situations où il faut faire des choix. Alors, fais le choix de sauver ce monsieur ou fais le choix de ne pas le sauver. Et La question reste posée à nos téléspectateurs. en tout cas, les lois de notre pays proscrivent, sinon punissent la non-assistance à personne en danger. Ce monsieur est en danger, donc il faut l'assister. Allez. Le débat reste ouvert. Mesdames, Messieurs, nous allons justement ouvrir une autre page de cette émission, celle-là même qui permet que vous ayez des astuces. Et ce matin, Précieuse vous en donne toute une palette. Retour en plateau, mesdames, messieurs, les astuces qui nous rendent la vie facile. Et oui, parfois on en connaît, parfois on en oublie. Précieuse est là pour nous faire découvrir ces astuces et nous les faire rappeler. Bien sûr, comment enlever les taches qui se glissent souvent dans nos vêtements? On a commencé à aborder le sujet dans une autre émission. Et ce matin, on n'avait pas pu finir. Ce matin, on a décidé de revenir donc là-dessus. Et je vais vous livrer donc quelques astuces pour vous rendre la tâche beaucoup plus facile. On va commencer par le vin. Lorsque vous retrouvez dans une manifestation et que du vin parvenait à glisser sur votre chemise, l'astuce, elle est toute simple. Absorbez donc le surplus de vin avec du papier absorbant, puis saupoudrez la tache de gros sel. Vous allez laisser ensuite agir 20 minutes, puis vous retirez le sel. Savonnez ensuite la tache avec du savon de Marseille, rincez à l'eau froide et lavez naturellement votre chemise et tout ira bien pour vous. À part la tache de vin, nous avons d'autres taches comme les taches d'encre, comme ce que vous voyez là à l'écran. Eh bien, la solution que je vous donne ce matin, c'est de faire chauffer du lait. Vous imbibez un chiffon propre, une éponge et frottez la tache avec. Rincez et lavez votre vêtement pour faire disparaître cette tache. Et quand on parle de tache, le gras s'invite également. Vous pouvez par exemple tacher votre vêtement avec de l'huile. Le rouge à lèvres, on en a parlé. Maintenant, avec de l'huile, lorsque ça vous arrive, il vous suffit d'absorber le surplus de gras avec du papier absorbant, puis saupoudrer la tache avec la craie. Frottez ensuite avec une brosse, rincez et lavez votre vêtement. Ça, c'est une astuce. Beaucoup ne savaient pas donc que la craie pouvait entrer en jeu. Ça ne sert pas qu'à l'école. Qu'à l'école, voilà. Voilà. Alors, et puis, les taches de sang. Lorsque vous avez... Voilà. Ou bien on va au secours de quelqu'un. Et puis, on se tâche, oui. Pour enlever cette tache-là, pour nettoyer donc une tache de sang, vous ne mettez pas surtout de l'eau directement sur la tache de sang et encore moins de l'eau chaude parce que cela ne ferait que fisser la tache. Donc, je vous propose alors de saupoudrer la tache de gros sel et verser quelques gouttes d'eau tiède pour stimuler l'action du sel. Laissez agir au moins 2 heures pour que le sel absorbe le sang et ensuite vous rincez à l'eau froide et vous lavez votre vêtement. Et pour les taches de transpiration, ce qui arrive souvent,
aux femmes comme aux hommes. Pour enlever donc cette tache-là qui ne part pas très souvent rapidement, vous mélangez dans une bassine de l'eau et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Vous faites tremper le vêtement taché plusieurs heures dedans dans ce mélange-là et ensuite vous lavez votre vêtement. Alain Sochoumé, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez savoir? Eh bien, je pense qu'on va se contenter déjà de tout ce que vous nous avez... Souvent aussi les stylos, on a quelques soucis avec les stylos. Ouais, ça nous arrive souvent d'écrire sur nos vêtements, même sans en avoir conscience. On fait des gestes et puis ça passe comme ça. Voilà. Pour cela, une dernière astuce donc, imbiber un chiffon propre avec de l'alcool à 90 degrés, puis frotter la tache d'encre ou de feutre avec le chiffon, rincer et laver, et puis votre vêtement est propre. Et oui, ce que nous allons proprement faire à présent, c'est de retrouver Torrance Stan dans le titre Zémidian. Ça va être donc pour la descente de ce plateau. Zémidian et Azémirou sont dead. Mais sont dead à l'Igarkoué. Zémidian et Azémirou sont cool. Mais sont cool. Moi ici, moi m'y Zémidian et Azémirou sont dead. Mais sont dead à l'Igarkoué. Ça conta sikono. Mototazi. Zémidian wa imukoué. Alikalabi. Kodome on Zémidian. Zémidian konoué. Zémidian Et oui, c'était là donc Zémidian avec Torrance Stan. C'est vrai que les Zémidians de son clip sont assez stylés, hein? Le casque, les gants, les motos et tout. Il y a des Zémidians qui sont toujours propres, hein, bien sapés, qui mettent même du parfum. Et puis, ah ben oui, ça vous a déjà arrivé de redéfiler? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Ouais, dis donc, d'accord. Il y en a malheureusement qui, vraiment... Allez, de toutes les façons, mesdames, messieurs, si vous arrive de prendre un Zém, regardez bien son habillement, s'il est bien propre d'abord, parce que je suis sûr que s'ils ne s'entretiennent pas et qu'ils n'ont plus assez de clients, il va commencer par se remettre en cause. Nous, on ne remet rien en cause par ici. Au contraire, nous sommes reconnaissants de votre fidélité chaque matin. Merci à chacun et à tous et à très bientôt. Zémidian et Azémirou sont dead. Mais sont dead